Bonjour et bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, je vais revenir sur la possibilité de mise en accusation et de destitution du président Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a beaucoup de spéculations autour de cette possibilité et une querelle juridique, une querelle entre les juristes anime les réseaux sociaux. Tout le monde veut donner son avis, tout le monde veut nous expliquer si le président peut être destitué et pourquoi le président peut être destitué selon la Constitution ou selon le président du Sénat, Tamboué Mamba. Donc tout le monde essaie de spéculer sur ça. Alors moi je me suis dit que il faut une analyse, non pas une analyse juridique, parce que je sais que la RDC est une démocratie procédurale où il suffit, les bons politologues ou les bons politiciens sont des juristes. Et c'est ça ce qui est comme et partagé par le commun des mortels. On pense que lorsqu'on peut parler de la Constitution, interpréter la Constitution, selon ses propres idées ou selon sa grille de lecture, on pense que c'est suffisant pour dire que on est un bon politicien. Mais nous allons encore une fois faire voir les dimensions politiques de cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons voir si cette possibilité est réelle, si le FCC a les moyens pour destituer le président et le mettre en accusation, et quelles sont les fautes politiques, bien sûr, que le président a pu commettre et qui aujourd'hui ont pu suspendre cette épée de Damoclès sur sa tête. Et aussi, voir quelles sont les conditions politiques, bien sûr, pour que cette stratégie à haut risque puisse réussir. Et enfin, nous allons finir par nous poser la question sur les scénarios possibles. Donc, avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube, La Diète de l'Info. Vous allez sur YouTube, vous écrivez La Diète de l'Info et la chaîne va apparaître. Vous cliquez sur la chaîne et puis vous allez juste à côté vous abonner à ma chaîne. Cela me permettra de continuer avec ces petites analyses, ces petits éclaircissements de l'actualité, non simplement en République démocratique du Congo, mais en Afrique et partout ailleurs. On peut pas une émission sur ce qui se passe à Ngwanju avec les ressortissants africains. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur la possibilité d'une mise en accusation et la décision du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La mise en accusation et la décision du président Félix Tshisekedi reste une possibilité. Est-ce que le PPRD a les moyens pour le faire? Oui, exactement, le PPRD a les moyens. Le PPRD contrôle, le FCC contrôle la justice et les FCC contrôlent le Parlement ou le Congrès. Ils auront une majorité suffisante pour avancer avec cette stratégie à haut risque qui peut rapporter gros, qu'on le dise. Pour eux, en termes de calcul politique, c'est parmi les scénarios possibles pour reconquérir le pouvoir. Un scénario où ils vont aller jusqu'en 2023 et peut-être Kabila va postuler et revenir au pouvoir. C'est ça le scénario écrit d'avance que tout le monde anticipe. Mais Kabila nous a appris qu'il ne fait pas les choses comme on souhaite. Lui, il a toujours il a toujours un coup d'avance. Il a toujours ses propres idées, ses propres stratégies. Ce qui fait que même lorsqu'on pense que on a compris Kabila,
il sort toujours un autre chapeau, un autre lapin de son chapeau et pouf, on est surpris. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore de la spéculation. Il n'y a rien qui indique que le possible congrès qui sera convoqué sera pour une mise en accusation, une destitution du président. Mais du moins, l'idée même euh, que ça soit possible de destituer le président à travers le mettre en accusation et le destituer par après à travers ces congrès, fait trembler la classe politique congolaise, fait trembler les sympathisants de l'IDPS, et on le voit dans les réseaux sociaux. Le président Aïe Kaboun est agité, tout le monde autour de lui est agité, tout le monde veut défendre les soldats Tshisekedi. Mais au fait, qu'est-ce qu'on reproche à Tshisekedi politiquement? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Tshisekedi et qu'est-ce qui peut valoir à Tshisekedi une destitution? C'est peut-être cette question-là qu'on ne pose pas suffisamment ou on n'essaie pas de répondre réellement, on l'évite. Mais oui, il y a matière il y a beaucoup de sujets ou beaucoup d'indices qui peuvent amener à sa mise en accusation, à sa destitution. Il y a, c'est le deuxième volet de notre analyse, c'est que parmi les deux fautes politiques que nous allons analyser, c'est l'hyperprésidentialisation qui est, au fait, a violé la Constitution en prenant trop de pouvoir du Premier ministre. Et puis, il y a bien sûr le programme de 100 jours qui est, comme nous l'avons dit, dès le départ, dès que le programme a été lancé, c'était un programme illégal, malgré les discours de ces intellectuels organiques comme le professeur Mbata. Nous, on savait que c'était un programme qu'il ne fallait pas lancer, parce que il y avait beaucoup de risques. Pourquoi nous avons parlé de l'hyperprésidentialisation? On a vu le président aller au-delà de ses responsabilités constitutionnelles et prendre beaucoup de pouvoir du Premier ministre. Le président a quasiment dédoublé les institutions de la République. Il a comme un gouvernement bis avec lui, avec ses conseillers, toutes les institutions satellites qu'il a créées autour de la présidence. Ce sont des signes de l'hyperprésidentialisation et il y a eu un effacement volontaire du Premier ministre qui permet au président d'avancer, de devenir de fait le Premier ministre. Parce que c'est le président qui annonce les programmes, et c'est le président qui fait, et qui en réalité était en train de gérer le programme de l'exécutif. Le Premier ministre n'était là que comme un administratif qui ne fait que juste encaisser ou juste prendre des notes. Et ce qui m'a surpris la dernière fois, c'est que on disait que le président a appelé le premier ministre pour l'informer. C'est ça, c'était le communiqué. A informé le premier ministre de la gestion, ou c'était une question liée à la gestion de la pandémie. Et les communiqués, même, ça me paraissait étrange que le président, parce que normalement, c'est lui qui doit informer le président, c'est le premier ministre. Mais on est arrivé où, au moment, avec Félix, on était arrivé à une situation où les cabinets travaillent et informent le premier ministre qui va par la suite continuer ou essayer de de trouver un mécanisme de légaliser l'action du président. Donc, le président violait chaque fois quand il parlait devant le gouverneur, il promettait, il voulait même remplacer les assemblées provinciales parce que lui disait que il va commencer à faire des évaluations et sanctionner les gouverneurs. On sentait vraiment qu'il y a cette volonté de prendre beaucoup plus de pouvoir, non simplement au premier ministre, mais aussi au gouverneur. Le président voulait être au centre de tout. Et ce n'est pas l'intention dans la Constitution. Depuis les années 60,
sauf la parenthèse Mobutu, on a toujours voulu limiter le pouvoir du du président de la République pour éviter les présidents puissent usurper l'éternité des dieux et surtout pour éviter que euh, on arrive à bien sûr à la mobutisation de l'exécutif. Parce que Mobutu avait beaucoup de pouvoir, il a tellement, c'est pourquoi il a changé la constitution lorsqu'il a fait son coup d'État, parce qu'il voulait vraiment être au centre de tout. Oui, on peut débattre de l'image que ça donne, parce qu'il faut dire que chez nous, il n'y a, entre les chefs coutumiers et son peuple, il n'y a pas d'intermédiaire comme premier ministre. Donc, les régimes qui devaient et qui devaient, comment on pourrait se dire, être adaptés à la République démocratique du Congo, ce n'est pas les régimes que nous avons actuellement. C'est un régime qui est adapté dans d'autres pays, mais ce n'était pas le bon régime. Mais chez nous, on avait choisi ces régimes, les politiciens ont choisi ces régimes parce que il y avait un problème de confiance entre eux. On craignait qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre tout le pouvoir et devenir un dictateur comme Mobutu. Mais le président, lui, il se souvient de ce chef coutumier qui était Mobutu. Alors, il veut devenir le chef coutumier moderne comme Mobutu l'était. Et c'est toute la difficulté ou la faute politique qui va amener qui va amener à cette possibilité de mise en accusation des décisions. Le président a pris beaucoup de décisions, il a pris il a posé beaucoup d'actes qui ont violé la constitution intentionnellement. Comme on peut le dire, parce que je suppose qu'il a un bon cabinet et il a des conseillers qui doivent doivent comprendre mieux la constitution que lui et qui valide ses actes ou ses décisions. Et parmi ces symboles de l'hyperprésidentialisation, il y a bien sûr ce programme des 100 jours qui est au cœur des discussions ou de tous les débats actuellement. Ce programme ne devait pas être lancé par la présidence et géré par le cabinet du président de la République. C'était une aberration. Et on ne pouvait pas, il n'y a pas de disposition juridique qui dit que lorsqu'on se retrouve dans la situation où on a on est en train de former un gouvernement, le président peut se substituer au premier ministre et lancer un programme et donner à son directeur. Il n'y a pas d'encadrement. C'est ainsi que lorsqu'il fallait faire l'évaluation de ces programmes, on se retrouve on était en difficulté parce qu'on ne pouvait pas évaluer un programme et le Parlement ne pouvait pas évaluer un programme géré par la présidence. Et il y a cette juridisation de l'évaluation qui amène Kamere en prison. Et là, tout le monde craint que Kamere puisse comment on peut dire, accuser son chef hiérarchique, dire que le pouvoir qu'il a pris dans la gestion de ces programmes, c'est parce que le président le voulait et le président avait cautionné la démarche de Kamere et même avait instruit Kamere dans tout ce qu'il faisait. Et là, c'est encore deux éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Ces fautes politiques que le président peut commettre donnent ou nourrissent la possibilité de sa mise en accusation et sa destitution. Mais lorsqu'on parle de cette possibilité de mise en accusation ou de l'impeachment à la congolaise, il y a aussi des conditions des conditions politiques qu'il faut remplir pour que une telle décision puisse être réalisée ou devenir une réalité. La première condition, c'est l'acceptation sociale. Et là, il faut dire que depuis son élection, le président n'a pas travaillé pour rassurer, pour parler à l'électorat de Fayoulou, à l'électorat de Lamouka. Le président a renvoyé
à l'électorat Lamouka pour 2023. Il ne prenait pas conscience ou il n'adressait pas les problèmes de dysfonctionnement qu'on a pu observer lors des élections de 2018. Parce qu'il a été élu, donc lui, tout s'est passé bien. Il n'y avait pas de problème, sauf pour les élections législatives et sénatoriales et même les élections de gouverneurs. Mais l'élection en général, pour lui, ça s'est bien passé. Beaucoup de gens qui avaient l'impression d'avoir été volés sont restés amers. Et le président n'a pas pu adresser la parole à ces gens-là. Il n'a pas envoyé un message politique à ces gens-là. Aujourd'hui, il a besoin de ces gens-là. Donc, ça devient très compliqué en termes d'acceptation sociale de la possibilité de sa mise en accusation ou de sa destitution, parce que ces gens-là vont dire, écoute, nous, au fait, on n'a rien à faire avec ça. C'est un problème entre toi et ton allié. Débrouillez-vous. Nous, on n'a rien à faire avec ce qui t'arrive. C'est parce que tu nous as pas écouté, tu as préféré faire ce que tu as fait avec Kabila. Donc, aujourd'hui, tu subis les conséquences. Donc, il y a un problème d'acceptation sociale à ces niveaux-là, premièrement. Et puis, il y a deuxièmement un problème d'acceptation sociale au niveau de l'Est avec l'électorat de Caméré. Parce que, qu'on le dise, Caméré est populaire à l'Est. Il a prouvé à plusieurs reprises. Et là, et aussi risque de se désolidariser du président et être indifférent hein, par rapport à cette possibilité de mise en accusation. Donc, on a l'électorat de la Mouka, l'électorat de Mbemba, de Moïse, l'électorat de Fayoulou et de Mboussanyamouis, tous ces gens-là, non pas qu'ils vont supporter la possibilité de mise en accusation de décision du président, mais ces gens-là peuvent être indifférents. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment notre préoccupation, ça ne nous concerne pas, c'est entre lui et ses alliés. Et là, c'est un danger pour le président. Et si on ajoute à ça l'indifférence de l'électorat de Caméré, donc on se retrouve pratiquement avec une grande partie du Congo qui pourra non pas soutenir la possibilité de sa destitution, de sa mise en accusation, mais être indifférent, cette grande partie peut être indifférente par rapport à sa mise en accusation et sa destitution. Donc, Kabila et ses stratèges savent aussi ça. Ils ont compris que le président Fachi est politiquement isolé. Il n'a que comme allié le FCC. Parce qu'il s'est brouillé avec l'UNC. Parce que avec la Mouka, il avait rompu le pont. Donc, on se retrouve dans ce face-à-face entre FCC et Félix. Bon, Félix s'appuie sur le FCC, mais maintenant, c'est le FCC qui veut le poignarder. Parce que sachant que il n'a pas une base solide au-delà de Cacique, au-delà de sa base de l'IDPS. Et peut-être, il faut que l'on soit honnête, sa base tribale. Est-ce que le président peut mobiliser au-delà de cette base idépécienne et tribale pour survivre? C'est ça l'enjeu derrière cette question d'acceptation sociale. Parce que le contrepoids ou ce qui peut dissuader Kabila et sa bande à continuer dans cette démarche de mise en accusation et de décision, c'est la population. Et là, on parle de quelle population exactement? Est-ce qu'on parle de la base de l'IDPS et de la base tribale? Parce que depuis son élection, on a vu que le président a misé sur cette base-là, la base de l'IDPS et la base tribale. Et s'il a pu élargir, il a pu compter sur la base de Caméré. D'ailleurs, si vous regardez, la plupart de ses déplacements, c'était lié à cette stratégie-là. Il est allé à l'Est et puis
et bien sûr, sa femme est allée euh, à sa base dans la province du Kasaï, l'ancienne province du Kasaï, dans le Kasaï. Donc, on a un peu cette configuration-là, qu'on le veuille ou pas, parce que eh, on pense que lorsqu'on on parle de cette dimension, de cette nation tribale, on, on est, on est en train de ramener les débats sur les tribales. Non, mais c'est une réalité. La politique en Afrique, surtout au Congo, reste encore une réalité tribale. Et là, le président peut compter sur cette base, la tribale. Il peut aussi compter sur sa base de l'IDPS. Ça, c'est la première condition politique que les FCC pensent avoir contrôlé. Ils pensent qu'ils peuvent avoir une acceptation sociale par le fait de l'indifférence de la MOUCA et des gens de l'INC. Ils peuvent avancer avec leur projet. Et puis, il y a l'autre condition politique qui peut être et qui doit être remplie. C'est la communauté internationale, l'appui de la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale va supporter une telle stratégie? Quelle serait la réaction de la communauté internationale face à cette stratégie? Bon, il faut dire que là, on devient sceptique. On devient sceptique parce que depuis que les locataires de la Maison Blanche, Donald Trump, a renoncé à la paix démocratique, democratic peace, comme qui était un des éléments clés de la diplomatie américaine ou de la doctrine de la politique étrangère américaine, surtout en ce qui concerne la politique africaine. On voyait les États-Unis demander beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de respect des droits de l'homme, beaucoup plus de transparence lors des élections, être très exigeant dans ce domaine-là. Mais avec Donald Trump, avec son isolationnisme, avec American First, Make America Great Again, l'Amérique ne s'intéresse plus à ce qui se passe réellement dans les politiques intérieures des autres pays. Au fait, au niveau de la politique étrangère américaine, il n'y a pas une politique africaine, c'est une politique congolaise. Certains conseillers et certains lobbyistes essayent de développer ce qu'ils considèrent comme une politique africaine de Donald Trump, mais en réalité, c'est leurs propres intérêts. C'est le cas d'Herman Cohen, qui lui-même reconnaissait ils n'ont pas pris Kabila au sérieux chez Marius Munga et qu'ils ont été surpris par la capacité d'adaptation les talents de stratège de Kabila. C'est ce qu'il voulait dire dans son AV. Donc, on se trouve dans une situation où on ne peut pas compter sur une communauté internationale. D'abord, quand on parle de communauté internationale, c'est souvent facile d'évoquer ces concepts génériques de communauté internationale, mais il y a beaucoup dedans. Il y a beaucoup de la Chine est indifférente. La Chine ne s'intéresse pas à les politiques internes, c'est sa doctrine. Elle est un des déterminants de la politique étrangère de la Chine. La Chine ne veut pas s'intéresser de politique intérieure des États comme les États ne peuvent pas s'intéresser à la politique interne de la Chine. C'est un peu sa stratégie. Donc, on se retrouve dans une situation où les pays qui peuvent avoir de l'influence ou peuvent sauver Félix sont en réalité euh, les Européens, mais les Européens sont occupés avec la pandémie. Et je ne pense pas que ils pourront avoir suffisamment le soutien de l'opinion publique pour intervenir en Afrique. Et parce que maintenant, toute l'énergie est focalisée pour contenir la pandémie. Et les stratèges de Kabila savent aussi ça. Ils savent, ils ont lu le contexte international et ils savent que c'est peut-être le bon moment d'agir parce que pour mobiliser le soutien nécessaire, ce sera difficile. Ce sera difficile pour
euh, pour Félix. Et au Conseil de sécurité, s'est réuni. Donald Trump lui-même ne donne pas trop de crédit au multilatéralisme. Donc, il ne faut pas compter sur les Américains sur ça. Surtout que et si la procédure est suivie, si ça se fait dans la légalité, sa destitution euh, est- sera difficilement contestable. En plus que on a vu la réaction du Conseil de sécurité, même de la MONUSCO, lors des élections ou de tout ce qui a été dénoncé par la CENCO et d'autres structures. Qu'est-ce ils ont fait? Et ils privilégient la paix à la vérité, à la démocratie. On s'est rendu compte, ils n'ont rien à foutre de la démocratie. Pour eux, c'est qu'il n'y ait pas de trouble, c'est tout. Alors, si et, Kabila et sa bande réussissent à maîtriser les troubles de la base de l'IDPS à Kinshasa et dans les provinces du Kasaï ou dans les anciennes provinces du Kasaï, c'est fini. Ils vont tout contrôler et il y aura la paix. Et donc, la MONUSCO va, comme d'habitude, comme la MONUSCO nous a habitués, juste cautionner ou jouer au fait qu'ils ont été aussi surpris comme nous et juste acter, prendre note de la nouvelle donne. Donc, la seule communauté qui peut, pour l'instant, sauver, et la seule communauté internationale, entre guillemets, qui peut sauver Félix reste la communauté africaine, certains États africains, comme le Kenya, comme, en tout cas, probablement l'Angola. Là encore, c'est difficile d'identifier qui peut sauver Félix. Le Rwanda, l'Angola, l'Ouganda, il faut maintenant compter ses alliés. Kabila aussi a ses alliés. Donc, même en Afrique, on peut penser au Kenya, Nairobi, là où ils ont signé le fameux accord avec Cameroun. Mais qui encore, là aussi, on sait que certains pays peuvent, en Afrique, peuvent agir. Mais est-ce que l'Union africaine va soutenir? Félix, il est le vice-président. Peut-être que il a un réseau qui peut être puissant pour réagir par rapport à ça. Donc, on peut se dire que euh, les conditions, euh, les experts ou les stratèges autour de Kabila se sont rendus compte que les conditions politiques pour une telle démarche, une telle stratégie qui est, qu'on se le dise, une stratégie à haut risque, peut bien marcher parce que ils peuvent obtenir une acceptation sociale par défaut, c'est-à-dire par indifférence de la MOUCA et de l'UNC, et aussi parce que la communauté internationale actuellement n'est pas à mesure de réagir et de réagir suffisamment pour empêcher une telle démarche. Mais pour, pour conclure sur ce volet, l'autre question que l'on se pose, est-ce que la RDC peut se permettre d'organiser les élections actuellement et de lutter contre la pandémie? Donc là aussi, c'est un débat sur le budget des élections, parce que si on destitue un président, si on les met en accusation, on les destitue, Tamboué Mwamba va assurer l'intérêt pour un certain temps, il faut organiser les élections. Et pour ça, est-ce que la RDC a des moyens pour organiser de nouvelles élections? Et tout de suite là, on dit non, on n'a pas de moyens. On a un budget qui a été gonflé artificiellement et qui ne reflète pas la réalité économique du pays. On a un pays qui est quasiment en récession. On a un pays où les fondamentaux économiques sont au rouge. Donc, on ne sait pas comment ils vont mobiliser suffisamment d'argent pour organiser des élections. Bien sûr, il y a ces kits magiques, les MAV et YANA qui peuvent être mobilisés, mais est-ce que cette fois-ci encore
la population va accepter que on puisse organiser des élections aussi chaotiques, aussi frauduleuses que 2008, et surtout si les candidats FCC revenaient au pouvoir, ça sera encore d'autres crises. Donc, il y a la question des élections parce que on ne peut pas se limiter simplement à destituer Félix ou à le mettre en accusation de destituer. Il faut aussi penser à la suite. Après, on fait quoi? Est-ce qu'on a le moyen pour le faire? Mais est-ce que les FCC se posent ces genres de questions? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir ce qu'ils vont faire après en termes d'élection ou plutôt pour eux, ce qu'ils vont faire après pour récupérer le pouvoir et le conserver à tout prix, que ça soit en, en n'organisant pas les élections parce qu'ils n'auront pas le moyen ou en organisant des élections et en nommant un autre président. C'est un peu le débat ou les débats en termes de conditions liées euh, à l'élection du probable nouveau président. Donc, on ne peut pas parler simplement de l'impeachment à la Congo ou la destitution, la mise en accusation, la décision du président simplement en termes de procédure juridique, mais aussi il faut voir toutes ces dimensions politiques. Est-ce qu'il y a l'acceptation sociale? Est-ce que on est arrivé au point où la communauté internationale ne va pas intervenir? Est-ce que on a la suite dans nos idées en termes d'élection de nouveaux présidents? On a un budget? Est-ce que la population va accepter encore des élections chaotiques comme en 2018? Voilà les questions qu'on va se poser si cette possibilité devenait une réalité. Mais pour conclure, il y a deux éléments. Je vais revenir sur deux éléments dans ma conclusion. Le premier élément, c'est qu'est-ce que Félix peut faire si cette possibilité devenait une réalité, ça veut dire s'il était mis en accusation et qu'on voulait le destituer. Félix va devoir compter ses alliés. Il va devoir vérifier qui est avec lui et qui il peut soutenir et qui peut le soutenir à l'interne ou à l'international. Et là, je regrette qu'il n'ait pas pu saisir à plusieurs reprises l'occasion de s'adresser, non pas peut-être à Martin Fayoulou, mais à l'électorat derrière Martin Fayoulou, qui, qu'on se le dise, s'est senti floué. Et là, il peut compter peut-être sur Moïse. Ils ont tenté un début de dialogue avec Moïse, mais qui n'a pas abouti. Il peut aussi compter sur Bahat, il peut mobiliser Bahat pour remplacer Kamir à l'Est. Donc, il y a ça, il y a ces enjeux-là que que Tshisekedi peut, ou doit maintenant essayer ou d'analyser et de voir si c'est possible de élargir sa base idépécienne et tribale pour intégrer d'autres soutiens et faire face à la machine FCC. Et puis, il y a l'autre élément, c'est Kabila, le rôle de Kabila ou le fait, je voulais savoir, ou la question que je me pose, est-ce que Kabila est prête à lâcher Tshisekedi pour aller dans cette incertitude? Est-ce que vraiment Kabila est prêt à ça? Actuellement, vous savez, avec Kabila, on n'a pas de certitude. On ne peut pas parler avec lui parce qu'il nous a toujours surpris. On a toujours été surpris avec Kabila. Mais une chose est sûre, c'est que Kabila a toujours une longueur d'avance par rapport à ses opposants, par rapport à ses adversaires. Qu'est-ce qu'il prépare? Personne ne le sait. Mais il y a beaucoup d'indices qui montrent que l'évolution actuelle de la situation politique et sécuritaire ou ne le mettait pas à l'aise, ou il se sentait en insécurité par rapport
à l'évolution actuelle de ces questions, surtout de l'appareil sécuritaire avec les morts suspectes de certains généraux. Mais est-ce que c'est suffisant pour qu'ils puissent lâcher Félix? Est-ce qu'ils se sentent suffisamment menacés pour lâcher Félix? Parce que Félix vient de lui donner Caméré et, pour se protéger. Mais là aussi, certains disent que Caméré a été sacrifié pour protéger Kabila par rapport à la pression américaine. Mais là aussi, on voit que Kabila peut utiliser Caméré pour nuire à Félix. Parce que si Caméré peut venir corroborer et plusieurs faits reprochés à Félix, l'hyperprésidentialisation ou la mauvaise gestion, les détournements, il peut les attacher à Félix, les lier à Félix, et ça, et Kabila le sait. Et donc, il a beaucoup de flèches dans, dans son arc. Il peut lancer n'importe quelle flèche, mais du moins, on se pose la question si c'est vraiment pas un risque trop élevé en termes politiques. Pourquoi pas ne pas attendre 2023 et organiser une autre passation entre guillemets civilisée du pouvoir et peut-être revenir en ayant démystifié l'IDPS et surtout en ayant palonisé l'IDPS. Donc, c'est ce qu'on va observer. On n'est pas sûr, ça reste toujours une possibilité, on n'est pas sûr que les congrès va mettre en accusation ou la procédure d'impeachment à la congolaise va être déclenchée, mais du moins, on sent qu'il y a une tension qui, pour certains, est légitime et qui, pour d'autres, n'est pas justifiée. On va rester toujours à l'affût et vous aurez toujours des analyses sur ça si la situation évolue. Mais pour aujourd'hui, c'est ce que l'on pouvait dire par rapport à cette question. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.